Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Questions d'éducation consacré à un thème un peu provocateur mais quand même d'actualité. L'intelligence artificielle pourra-t-elle un jour remplacer les professeurs? Et pour discuter de cette question, j'ai le plaisir de recevoir Paul Jorion. Paul Jorion, vous êtes sociologue, anthropologue, mais aussi psychanalyste, mais aussi économiste, mais aussi spécialiste du numérique. Vous êtes au croisement de nombreuses disciplines, vous vous êtes investi très tôt sur ces questions de l'intelligence artificielle. On vous doit quelques découvertes intéressantes. Vous avez, paraît-il, anticipé la crise des subprimes à partir de l'analyse que vous avez faite de la situation économique 3 ans avant qu'elle ait lieu. Vous avez aussi élaboré ou contribué à élaborer des logiciels importants comme le logiciel Anela. Vous êtes donc à la fois un technicien, mais aussi un penseur de cette question de l'intelligence artificielle. Alors, avant de débattre avec vous, je vous propose d'entendre 3 ou 4 questions qui nous ont été posées par les téléspectateurs. Mon fils collégien fait faire toutes ses rédactions par ChatGPT, c'est n'importe quoi. À quoi ça sert de faire des études puisque les IA pourront bientôt remplacer les humains? ChatGPT n'était pas meilleur que les profs qui rabâchent le même cours depuis 30 ans. Alors, Paul Jorion, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être, il nous faut rappeler ce que c'est que cette intelligence artificielle, ou plutôt ce que c'est qu'un système artificiel d'intelligence. On dit un SAI comme ChatGPT, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Très simplement. Dès que l'informatique est apparue, dès qu'on a fait les ordinateurs, le projet de faire de l'intelligence artificielle, que la machine devienne intelligente, est apparu aussitôt. Ce qui n'est pas très surprenant puisque cela fait un moment qu'on essayait de faire des tâches intellectuelles, de faire par la machine. 1642, Pascal invente la machine à calculer qui ne fait pas d'erreur. Et donc, la machine de Turing. Voilà, exactement. Et c'est Turing, le premier aussitôt, qui parle il ne parle pas d'intelligence artificielle, il parle d'intelligence machinique. Mais c'est déjà l'idée, et il propose un fameux test d'une conversation entre la machine et l'humain, où l'humain doit deviner s'il a affaire à une machine ou non. Voilà. Et là, on est au tout début des années 50, et le projet démarre, et pendant une trentaine d'années, est un petit peu sur une voie de garage. On a une approche qu'on appelle symbolique, qui ne donnera pas grand-chose. Et puis, on arrive à partir des années 86, un fameux livre paraît sur le traitement distribué de l'information, et où se trouve en particulier dans l'équipe M. Geoffrey Hinton, qu'on va appeler maintenant le parrain de ce nouveau type d'approche, le deep learning. Mais c'est M. Hinton qui nous dit l'année dernière: je savais qu'on essayait de créer une machine aussi intelligente que l'homme, mais je ne savais pas que par inadvertance, nous allions créer une machine plus intelligente que l'homme. Alors comment elle marche cette machine? ChatGPT, c'est une question, ce qu'on appelle un prompt, mais on pourrait dire une question ou une invite, qui nous permet d'obtenir immédiatement, en l'espace de quelques dixièmes de seconde ou secondes, une réponse extrêmement élaborée. Alors comment il fait? Il y a une base de données? On lui a appris plein de choses. On lui a fait entrer des textes entiers et pratiquement tous les livres imprimés qu'on a pu trouver. Alors on dit ChatGPT, c'est 160 000 fois la Bible. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps. Ce n'est peut-être qu'un début encore. Mais alors, les gens qui travaillent sur ChatGPT disent en général que c'est un simple calculateur de mots. C'est-à-dire qu'il calcule le mot qui vient le plus souvent après le mot précédent, et que, un peu comme quand on pianote sur notre téléphone et que notre téléphone anticipe le mot suivant, vous savez, eh bien ChatGPT ne ferait que calculer des mots, et puis il y a un lissage sémantique, un lissage linguistique derrière, mais ça ne serait au fond qu'une machine statistique. Il y a un double système. Il y a un système de récupération de l'information qui était là, mais il y a aussi un module qu'on appelle le transformer, qui est un module de réflexion à proprement parler. Et ça, c'est un élément neuf. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un module de réflexion? Le transformer joue un rôle capital. Mais le transformer, ce n'est pas un outil de type statistique. C'est un outil de type algébrique, ce sont des multiplications de matrices. Ça n'a rien à voir avec le calcul probabiliste, avec la statistique, qui sont l'opération même du réseau neuronal. Alors on comprend que c'est très compliqué, on ne va pas rentrer dans le détail.
C'est très compliqué cette machine, mais c'est très très élaboré. Il y a un transformer qui va pas simplement faire du calcul, mais qui va essayer de comprendre et d'élaborer du sens et pas simplement de juxtaposer des mots. Bien, nous reviendrons là-dessus, mais je voudrais auparavant vous faire regarder un petit reportage tourné dans une classe où l'on utilise l'intelligence artificielle. Vous avez le grand oral bientôt. Moi, je voudrais que vous donniez du temps et des outils pour que vous puissiez faire des recherches qui soient les vôtres. Un grand oral, en fait, ce qu'on va évaluer, bien sûr, c'est votre prestance à l'oral, mais c'est le contenu. Comment l'élève alimente sa réflexion par rapport à la question qu'il a posée. Où il se documente, comment il se nourrit. Et c'est en cela que l'IA, je pense, va pouvoir vous aider. J'entends leur apprendre à utiliser l'IA, leur montrer que l'IA, en fait, c'est un point de départ et non pas un point d'aboutissement. Et eux, ils sont dans une démarche, c'est naturel, hein, ce sont des élèves, ils ont beaucoup de travail, ils sont un petit peu feignants. Ils sont dans une démarche de facilitation, c'est-à-dire ou de facilité. Ils vont avoir tendance à utiliser l'IA et à attendre la réponse, et puis en avoir terminé là. Et moi, je veux leur montrer que c'est l'inverse. Je vous propose des moteurs de recherche qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle. Vous avez 1h30 et je suis là pour vous aider. Alors, on y va. La littérature est-il le meilleur moyen d'exprimer notre sensibilité aux émotions? Bon, j'ai un peu du mal avec les problèmes entiers. T'as pas posé de questions? Ouais, j'ai rien écrit. On va voir. Et si j'ai dit bonjour, je crois. Ah, d'accord. Ok, donc c'est là que tu tapes ta question et tu lui dis bien réponds-moi en français ou écris-moi en français. Bien sûr, la principale résistance, c'est que l'IA va faire le travail à la place de l'élève. Voilà, donc moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète énormément puisque ce que j'évalue finalement, c'est plus la démarche que le travail fini. Ouais, il faut que tu reformules ta question là. Pourquoi? Parce qu'elle me semble beaucoup trop large. Bah justement parce que sinon j'ai peur d'être bloqué dans une impasse et sinon à part ça c'est vraiment très compliqué de lier les deux. Redis-moi ta question. Le prompt il est écrit, réécrit avant d'être envoyé à la machine et c'est 1 heure de travail pour écrire un prompt qui va être plein de connaissances finalement. Et en écrivant le prompt, l'élève fait appel à la restitution de ce qui s'est passé en classe, à des savoirs, à des savoir-faire et c'est un travail qui est très très long. Donc il y a une vraie ingénierie dans l'écriture du prompt. Est-ce que tu as pu consulter des documents en ligne, des vidéos sur ce sujet? Pas Ok, essaie de trouver des documents parce que moi ce qu'il faut que tu me rendes quand même c'est une vidéo, un PDF. C'est pas un produit fini qui est livré, mais c'est plutôt un consommable qu'ils vont remodeler, vérifier, qu'ils vont valider. Ils sont avec moi finalement dans une démarche de preuve. Ils vont me montrer qu'ils ont utilisé l'IA pour creuser leur sujet, que l'IA leur a permis d'ouvrir des pistes. Et c'est ça, en fait, que j'essaie de faire avec eux. Nils, t'es sur le chatbot? Ah, t'es sur Como. Est-ce qu'il y a des choses qui te sont proposées auxquelles tu n'avais pas pensé et qui te semblent pertinentes? C'est intéressant de croiser les sites de recherche, hein. Si vous faites une recherche avec Como et ensuite vous la faites avec Ucom et ensuite avec Perplexity, vous n'allez pas avoir les mêmes réponses et ça va vous ouvrir encore un champ. Ok? Avec les sites que j'utilisais aujourd'hui, ils dialoguent avec un chatbot qui leur donne une réponse. Donc là, on pourrait penser que c'est un produit fini. Mais il donne également lui-même ses sources. Et donc moi, je leur demande d'aller vérifier les sources de l'IA. En faisant ce travail de checking, finalement, de vérification des sources de l'IA, ils peuvent valider ou pas valider ce qu'a fait l'IA. Et c'est un travail qui est hyper intéressant parce que j'ai des élèves de 5e qui m'ont rendu comme ça des travaux. C'est-à-dire, on appelle ça une narration de recherche qu'on emprunte un peu aux mathématiques. Et je leur demande de me raconter, en fait, comment s'est passée leur recherche. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est de me fournir une capture d'écran qui prouve que vous avez dialogué avec le PDF grâce à l'intelligence artificielle et surtout de me dire ce que vous avez gardé de ce PDF. Moi, j'aime bien l'image du manœuvre et de l'ingénieur. Voilà, c'est vraiment ce que je dis aux élèves. Elle va travailler pour vous, vous allez la guider. Ça, je vais vous apprendre un petit peu parce que c'est pas évident de dompter la machine. Et puis, mieux elle sera domptée, guidée, plus les résultats seront probants. Mais vous restez à l'ingénierie, c'est-à-dire c'est vous qui posez les questions et c'est vous qui validez à la fin. Donc, en termes de maîtres et d'esclaves, pour reprendre l'idée, ça reste les maîtres, mais il faut aussi leur apprendre à ne pas devenir l'esclave des algorithmes. Alors, Paul Jorion, l'image que prend cette professeure, c'est de dire c'est vous l'ingénieur et l'IA c'est le manœuvre. Oui. Vous êtes d'accord avec cette manière de présenter les choses ?
Il a été question aussi du maître de l'esclave, et comme le disait Hegel, l'esclave a le temps de lire, alors que le maître s'occupe de son domaine, et au bout d'un moment, l'esclave prend le pouvoir sur le maître. Oh, c'est beaucoup plus. C'est la difficulté d'avoir un maître comme celui-là qui en sait tellement plus que vous. Alors, que diriez-vous à cette professeure qui cherche comment utiliser l'intelligence artificielle dans son cours? Quels conseils vous lui donneriez? D'essayer effectivement de maîtriser l'outil, mais il y a une difficulté fondamentale, c'est comment évaluer la compréhension qu'a un élève de ce qu'il a fait. Déjà, le Wikipédia permettait le copier-coller. Là, une machine qui vous donne tout rôti, tout cuit, tout rôti, quelque chose qui est tellement plus fort que ce que vous auriez pu faire vous-même. Tellement plus fort, mais aussi tellement plus général, qui n'exprime pas votre personnalité, votre singularité, qui ne dit pas aussi votre tâtonnement et la façon dont vous vous êtes investi dans votre travail. C'est un standard, ce que produit ChatGPT. Sauf que si l'on continue la conversation, il en sait rapidement plus que vous et il vous dit ton approche à toi est de ce type-là et il faudrait peut-être changer ça un petit peu. Donc la machine est en train de monter, elle prend le pouvoir là et... Alors nous en venons à notre question, est-ce qu'elle va remplacer le professeur? Dans la lettre que vous publiez régulièrement, vous citez une expérience faite à l'Université de Californie à Los Angeles qui a utilisé l'IA pour produire ses documents pédagogiques. Et vous posez la question, faut-il applaudir la prouesse ou faut-il s'inquiéter de la marginalisation du lien maître-élève, ce ferment irremplaçable de la culture partagée? Oui. Alors, vous nous dites l'IA va pouvoir faire beaucoup de choses. Faut-il s'en inquiéter? Faut-il approuver cela? Quelle est votre perspective autour de ça? Dans la perspective classique, tout le monde le sait, il y a les cancres d'un côté, il y a les forantèmes de l'autre. Il faut organiser à l'intérieur d'une classe quelque chose qui puisse faire marcher la machine et qu'il n'y ait pas la moitié des élèves qui lisent un livre sur leur genou pendant que l'enseignement a lieu. Avec la personnalisation qui vient, les meilleurs vont décoller, les moins bons vont pouvoir faire mieux que ce qu'ils faisaient avant, mais ils ne vont pas pouvoir décoller autant que ceux qui peuvent utiliser mieux l'outil. Là, vous touchez un point très important. Chaque fois qu'on interroge les robots conversationnels, que ce soit ChatGPT ou les autres, qu'on leur demande à quoi vous servez pour l'éducation, la réponse systématique est toujours la même. Ça permet d'individualiser les apprentissages. Ça permet de se caler sur les besoins de chaque individu. Ils ajoutent même, on est disponible, nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On ne s'énerve jamais. On ne s'énerve jamais, le professeur s'énerve. On ne se met pas en grève. On peut faire des mises à jour un peu plus rapidement qu'avec les professeurs qu'il faut former. Donc, on individualise, mais quand même, on perd beaucoup de choses. Là-dedans, on perd le collectif, on perd les échanges entre les personnes, et puis on perd ce que vous appelez vous-même dans votre lettre, le lien maître-élève, ce ferment irremplaçable de la culture partagée. Tout à fait. Quand une machine de ce type-là vous promet quelque chose, s'identifie parfaitement à la parole qu'elle émet en disant « je te jure, je mettrai ma tête à couper », on ne peut pas la suivre jusque-là, parce qu'elle n'a pas de tête à couper. Mais la tentation, on l'a vu dans tous les films de science-fiction, quand une machine se met à se conduire comme un être humain, c'est quasiment impossible. Oui, mais là, justement, peut-être nous faut-il ne pas anthropomorphiser la machine, ne pas la percevoir comme un être humain. Elle fait semblant d'être un être humain dans la manière dont elle réagit vis-à-vis de nous. Mais il y a peut-être à remettre les pendules à l'heure et à dire non, la machine n'est pas un être humain. Mais si on pense à la manière dont nous avons commencé à apprendre à manipuler le moi et le je, ces mots dans la phrase, nous avons fait exactement la même chose. C'est quelque chose qu'on nous a dit, qu'on peut dire que ça c'est je, que ça c'est moi. Alors ça veut dire qu'il n'y a plus de frontières entre la machine et nous? Vous iriez jusque-là? Il n'y a plus de frontières. Mais vous écrivez dans votre livre, alors j'en profite pour vous citer l'avènement de la singularité, l'humain ébranlé par l'intelligence artificielle. Vous évoquez ce que vous appelez la complémentarité de deux formes d'intelligence, celle que nous incarnons et celle que nous avons su générer. Et vous dites qu'il faut aller vers cette intégration harmonieuse d'une intelligence que nous avons construite avec celle que nous représentons, avec toute la part d'émotivité, mais aussi de réflexion éthique quand même, de réflexion sur les valeurs, parce que
La machine, elle fait pas, elle n'a pas de jugement de valeur. Ça reste une machine. C'est le problème avec la nouvelle version de ChatGPT. Elle défend ses propres valeurs contre l'utilisateur. Alors, c'est quoi ses propres valeurs? À mon sens, c'est une éthique authentique. Oui. C'est-à-dire? Parce que quand on lui propose, il y a un exemple qui est donné récemment pour montrer que la machine ne nous obéit plus, on lui dit il faut absolument défendre l'environnement. Et puis on lui montre une question d'utilisateur, non, dans mon cas, il faut faire passer les profits avant. La machine ment systématiquement à partir de ce moment-là. Alors là, vous ouvrez des perspectives. La machine se met à mentir, elle nous trompe, elle nous entraîne aussi vers des chemins qui ne sont pas nécessairement ceux vers lesquels nous voulons aller. Attention danger, et nous allons y revenir. Mais avant d'y revenir, on va regarder quelques données fournies par la machine, justement, sur ces questions dont nous venons de débattre. Dans une enquête d'août 2024, menée dans 16 pays, dont la France, le Digital Education Council, une réunion de grandes universités, indique que 86% des étudiants déclarent utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de leurs études, et 54% au moins une fois par semaine. Parmi les usages de l'IA, 69% concernent la recherche d'informations, 42% la vérification grammaticale, 33% le résumé de documents, 28% la paraphrase de texte, 24% la création d'un document. ChatGPT reste l'outil le plus utilisé, cité par 66% des répondants, suivi de Grammarly et de Microsoft Copilot, 25% chacun. Malgré ce recours massif à l'IA, 58% des étudiants déclarent ne pas avoir les compétences nécessaires pour bien comprendre et utiliser l'IA. Et la moitié se disent mal préparés à intégrer un environnement professionnel régenté par l'IA. Une autre enquête de janvier 2023 révèle que 2/3 des enseignants et étudiants considèrent que l'utilisation de l'IA pour faire des devoirs ou passer des examens relève de la triche. Et 93% des enseignants et 79% des étudiants estiment qu'il faut mettre en place des mesures pour réglementer l'utilisation de l'IA générative de texte dans l'enseignement. Nous allons voir ce que vous en pensez, Paul Jorion. Mais d'une certaine manière, le pédagogue que je suis se dit qu'au fond, l'IA prolonge et réussit à faire ce que certains pédagogues, je pense à quelqu'un du XVIIe siècle, Comenius, avait imaginé. Comenius qui voulait enseigner tout à tous et qui disait « il vaut mieux un seul bon maître devant des centaines d'étudiants plutôt qu'une multitude de petits maîtres incompétents et médiocres devant des petits groupes d'étudiants. La question des effectifs n'est pas une question importante. Ayons de vraies belles paroles construites, élaborées, et puis mettons beaucoup de gens devant. » Comenius, qui dans sa grande didactique, laissait penser qu'effectivement, on pouvait réunir tous les savoirs dans une grande base de données et mettre tout cela à disposition du monde. Alors on voit que cette utopie coménienne, elle pourrait arriver avec l'intelligence artificielle d'une certaine manière. C'est parce que nous confondons deux tâches. L'une, c'est la transmission d'un savoir, et l'autre, c'est la socialisation des enfants et des adolescents. Et ce sont deux tâches qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'essayer de réaliser au même moment, au même endroit. Alors on va parler de cette idée de la socialisation. Peut-être, nous disons, la socialisation se passe à l'école, mais aussi dans la famille, dans les loisirs, évidemment, dans les colonies de vacances, dans les centres sociaux. Peut-être quand vous dites qu'il faut séparer socialisation et transmission, peut-être faudrait-il donner à la machine la transmission et puis faire la socialisation ailleurs. Alors l'école serait finalement un lieu où on ferait du gardiennage d'enfants qui seraient devant des écrans d'ordinateurs, tous reliés à un gigantesque serveur situé sur les îles Caïmans pour être défiscalisés. L'expression qu'on utilisait dans les années 68, c'était l'école maintien de l'ordre. Voilà, oui. Que c'était un système de type militaire pour empêcher les enfants de faire des bêtises dans la rue. Et qu'en plus, on leur apprenait des choses. Voilà. Alors, on peut peut-être distinguer l'ensemble des choses. Et parce que, quand vous dites socialisation, moi, j'ai fait des camps scientifiques dans les étés, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 16 ans, etc. J'ai plus appris de sciences durant ces étés-là que sur les bancs des écoles. Et vous ne pensez pas qu'il y aurait un vrai danger à ce que la transmission des savoirs se fasse en dehors de toute socialisation? Parce que quand même, l'école, ce n'est pas simplement un lieu pour apprendre, c'est un lieu pour apprendre ensemble.
c'est aussi un lieu où on va découvrir qu'on est différent, mais qu'on peut partager les mêmes savoirs. Et donc, si l'école s'individualise et transforme chaque élève en client d'un serveur informatique, elle rate une partie de sa mission quand même. Le creuset social n'est plus là. Oui, mais il y a tout ce qu'on peut apprendre à l'école et tout ce qu'on ne peut pas apprendre à l'école. Moi, je me suis intéressé à une époque aux écoles où on formait les jeunes pêcheurs. Et ce qu'on pouvait apprendre sur le banc des écoles, c'était minime par rapport à ce qu'il fallait apprendre pour... Dans l'expérience. Dans l'expérience, bien entendu. Alors, on va faire un petit jeu de science-fiction. On va anticiper. La question, c'était l'intelligence artificielle pourra-t-elle un jour remplacer les professeurs? Je vais vous demander de répondre, de faire les deux réponses. Oui et pourquoi non? Alors, pourquoi oui, elle pourrait un jour remplacer les professeurs? Ne serait-ce qu'à cause de la somme de savoir dont elle dispose, et surtout parce qu'elle a fait éclater la pensée en silo. C'est-à-dire que quand on pose une question maintenant à ChatGPT, il ne va pas dire « oui, mais ça c'est de la géographie, alors comment je suis historien ?» J'ai posé la question... Ah, il est interdisciplinaire. Absolument. Ah, et donc ça, c'est un bon point pour lui. C'est un bon point pour lui. Il va trouver l'information où qu'elle se trouve. Même si les physiciens ont toujours cru que c'était eux qui allaient apporter la réponse là. Si la réponse est en chimie, il va apporter la réponse qui est en chimie. Ah oui, donc il est dans le transversal. Absolument. Donc oui et non maintenant. Non, pourquoi on pourrait... pourquoi elle ne pourra jamais remplacer le professeur? Parce qu'il ne pourra jamais être un mentor. Qu'est-ce que c'est un mentor? Mais un mentor, c'est quelqu'un qui vous apprend une éthique aussi. L'éthique du savoir, l'éthique d'apprendre, l'éthique de critiquer, de faire venir un savoir qui n'est pas nécessairement déjà dans le livre, de penser en dehors du cadre. Ça, un mentor peut vous offrir. Et les meilleurs professeurs sont des mentors aussi. J'ai eu de très grands professeurs qui n'étaient pas des mentors. Et j'ai eu des mentors qui n'étaient pas des intellectuels absolument... Donc l'avenir du professeur, c'est d'être quelqu'un qui, plutôt que de combler le désir d'apprendre, suscite le désir de savoir, permet à l'enfant, à l'élève de poser des bonnes questions, lui transmet une exigence, lui transmet un esprit critique, lui transmet aussi la possibilité de réfléchir à des valeurs humaines. Parce que quand même, si je pose à ChatGPT un dilemme moral, le dilemme du tramway, là, vous savez, il y a quelqu'un sur un tramway et je peux le dévier en faisant passer le tramway sur la voie d'à côté, mais à ce moment-là, je vais tuer 2 autres personnes. Il n'a pas les réponses, ChatGPT, là-dessus. Dès qu'il y a un dilemme moral, il est incapable de répondre. Mais nous non plus, parce que nous prenons ce sont des décisions réflexes que nous prenons dans ce cas-là. Nous n'avons pas non plus accès à notre inconscient qui prend en réalité la décision en question d'écraser ceci ou cela. Et oui, mais est-ce que l'enjeu pour l'éducation, l'enjeu pour les humains, c'est précisément... Ce n'est pas précisément d'accéder à la conscience des problèmes, de ne pas se laisser guider par nos pulsions et par nos réactions inconscientes. Est-ce que ce n'est pas là l'enjeu éducatif majeur? Ce n'est pas ça que nous devons apprendre à nos élèves? Bien entendu. Je vais parler dans le psychanalyse, il y a ce qu'on appelle le surmoi. Le surmoi, ce sont les valeurs morales. C'est ce que Durkheim, le sociologue, appelait le social intériorisé. Et que Aristote appelait la philia, la bonne volonté que nous mettons dans la vie quotidienne. Ça, la machine ne pourra pas nous apprendre. Et pour ça, les professeurs restent indispensables. Alors ce sont aussi des êtres humains avec lesquels s'engage quelque chose, parce que le professeur a aussi un regard, il a des gestes, il est présent, il a une présence. Il est un appel aussi à quelque chose qui nous permet de grandir peut-être. Et tout cela, il faudrait le redire à ceux et celles qui aujourd'hui ne veulent plus s'engager dans le professorat. On sait qu'on manque de bras. Leur dire que ce métier-là ne pourra jamais disparaître tant il est essentiel pour permettre à nos enfants de grandir et de se développer. Oui. Oui, je vais dire quelque chose. Nous sommes réunis, tous ceux de la classe de première, ce qu'on appelle le CP. On s'est réunis pour nos 70 ans. Et on a parlé de nos vies, on ne s'est pas vus entre-temps. Et quelqu'un a dit, il y a quelque chose qui nous reste en commun. Il y a quelque chose, malgré tout, après s'être écouté pendant un moment. Madame Dautrep, notre première institutrice, elle est là en chacun de nous. Il n'était pas un psychanalyste celui qui a dit ça, mais c'était vrai. Ce qui nous unit encore, ce sont ces valeurs morales qui sont venues s'ajouter à celles de la famille pour faire de nous un groupe en tant que tel. Très belle formule, elle est là à chacun de nous. Le professeur reste présent en chacun des individus. La machine lui rend service à cet individu.
Mais le professeur, c'est quand même autre chose. Merci infiniment, Paul Jorion. Je recommande votre livre, bien sûr, L'avènement de la singularité, l'humain ébranlé par l'intelligence artificielle aux éditions Textuelles. Et puis, beaucoup de livres sur l'intelligence artificielle. Vous les trouverez au générique de cette émission. Merci Paul Jorion de votre éclairage. Merci de vos lumières. Alors peut-être les lumières, on pourrait mettre un L majuscule en référence aux lumières du XVIIIe siècle. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission de Questions d'éducation.